Merci beaucoup, c'est un immense plaisir d'être parmi vous. Ils m'ont tous prié de ne surtout pas parler l'allemand, donc je reste quelque part dans la langue de Molière. Je commence vite, tout vite à vous expliquer qui on est. SPS, c'est une société immobilière, c'est la plus grande société immobilière en Suisse, avec un portefeuille d'immobilier de 10,8 milliards francs suisses. Et à côté de ça, on gère les immeubles par Wincasa. On gère aussi les maisons de retraite par notre société Tertianum et on est propriétaire de Jelmoli, le magasin qui est le magasin le plus important quelque part à la Bahnhofstrasse de Zurich. Donc en tous, on parle de à peu près 6 000 collaborateurs. Ça juste pour vous expliquer d'où on vient. Donc j'aimerais vous amener maintenant au cours des prochaines minutes. J'ai encore 29 minutes à disposition, c'est très bien. Dans un voyage que j'ai intitulé « Le contexte politique et comment le secteur immobilier s'en accommode ». J'ai choisi 10 thèmes qui influent notre branche très directement et qui peuvent peut-être servir pour lancer la discussion lors de la table ronde juste après. Je commence avec l'espace, un bien rare. Vous connaissez tous, mesdames, messieurs, la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Pour faire simple, celle-ci vise à lutter contre le mitage du territoire. Dès lors, on peut construire que dans les zones d'habitation seulement, en s'abstenant de créer de nouvelles zones à bâtir. Il incombe maintenant au canton de faire passer cette loi fédérale dans la législation cantonale. Se posent alors d'importantes questions du détail, telles que le niveau de la taxation des plus-values, la fameuse Mehrwertabschöpfung. Est-ce qu'elle va être limitée à 20%? Il y a quelques cantons qui l'ont déjà limitée à 50%. En outre, il paraît évident que ces taxes doivent pouvoir être ensuite déduites des impôts sur les gains immobiliers réalisés lors d'une vente éventuelle. Pourtant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu en parler de ce sujet-là. Mais la taxation des plus-values n'est pas un sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La question que nous nous posons est celle de la densification possible. Densifier n'est durable qu'à la condition de respecter la qualité, bien entendu. En l'occurrence, il ne s'agit pas seulement d'architecture et de la qualité d'architecture, mais aussi d'intégrer dans la réflexion les espaces extérieurs, dans tout ce qui est autour d'un immeuble et le quartier dans son entier. Un article pertinent est paru dans la NZZ dimanche du 2 septembre 2018 sous le titre « Comment stopper le mitage » ou en allemand « Wie stoppen wir die Zersiedelung ». Cet article se fonde sur une étude scientifique qui vient de paraître sur le thème de comment mesurer et limiter le mitage. Les auteurs présentent des exemples de réussite pour la Romandie, par exemple, les villes de Nyon et Gland, ce qui concerne la Suisse alémanique, par exemple, la ville de Winterthur, qui, à l'aide des plans spéciaux d'affectation ou d'une hausse des indices d'utilisation du sol, ont dégagé des espaces supplémentaires dans les zones d'habitation existantes. Cependant, n'oublions pas que construire dans un espace existant est compliqué. Non seulement s'agissant de la construction elle-même, mais aussi de la procédure d'autorisation. Je pense en particulier à la pléthore d'oppositions. Rendre celle-ci, donc rendre les oppositions passibles de frais, permettrait de les contenir. Sinon, on risque de se trouver dans une situation à la NIMBY, vous connaissez tous cette expression anglaise, « not in my backyard », dans laquelle chacun est d'accord avec la densification, mais pas, et surtout pas devant sa propre porte. Je change le sujet, l'e-commerce. Le 1er novembre 2018, Jelmoli célébra ses 185 ans d'existence à Zurich. Impossible d'imaginer la ville de Zurich sans Jelmoli. Ce grand magasin haut de gamme a contribué à y façonner la Bahnhofstrasse. Mais est-ce que Jelmoli reste une exception? Qu'arrivera-t-il, mesdames, messieurs, si toujours plus de détaillants disparaissent? Quel aspect auront les rez-de-chaussée de nos villes dans le futur? Est-ce que les lois cantonales et communales de la construction ont progressé au point que, outre le commerce de détail, d'autres affectations sont possibles au rez-de-chaussée? Malheureusement, je peux vous dire que ce n'est pas encore le cas. Chaque commune est d'avis que le rez-de-chaussée de sa rue principale doit être occupé par les magasins. Mais je pose la question, qui louera ces espaces à l'avenir?
Si même les magasins des villes sont en difficulté, que dire alors des communes qui sont généralement dans des zones rurales? Il faut trouver donc des solutions dans des règlements de construction autorisant l'implantation de toute entreprise non polluante dans les centres. De nos jours, seule la véritable industrie lourde nécessite des zones spéciales. Le reste de l'industrie voyage léger, le reste de l'industrie voyage avec un PC, c'est tout. Ouvrons donc nos zones centrales à ce type d'affectation juste au rez-de-chaussée. Pour un développeur de projet, bien entendu, cette ouverture aura pour effet de diminuer ses propres risques de vacances dans son immeuble dans le futur. L'e-commerce a par contre au moins un effet favorable sur la branche de la logistique. Comme les colis doivent être livrés immédiatement, les logisticiens se rapprochent toujours plus des villes. Depuis ces emplacements urbains, il est possible d'assumer la distribution fine par des moyens de transport adéquats comme camionnettes, drones ou peut-être même des robots automoteurs. Nous avons dans notre portefeuille actuellement 2 projets qui sont effectivement des projets logistiques. Donc, je fais une petite correction. Monsieur Froidevaux, vous avez montré l'espace tourbillon. Ce ne sont pas des bureaux, pas du tout. Je suis d'accord que le rendering peut-être n'est pas le meilleur. Mais ça, c'est logistique. On a vendu 2 bâtiments de ces 5 jusqu'à maintenant à la Fondation Hans Wilsdorf. Il faut s'imaginer, et là vous voyez peut-être le camion, même le rez-de-chaussée est complètement ouvert pour les camions entrent et sortent de l'autre côté. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est justement Altstetten. Vous sortez de l'autoroute avec le camion, vous passez à droite, vous arrivez là. Donc aussi ça, c'est un centre logistique pour le futur. Je parle des camions, donc l'influence de la mobilité. Ce slide illustre les prévisions de croissance en termes de mobilité jusqu'en 2040 établies par l'Office fédéral des transports. Les chiffres sont impressionnants. L'OFT prévoit une hausse de 25% du trafic des voyageurs et de 37% du trafic des marchandises. Cette hausse est due principalement à la croissance de la population et de l'économie. Qu'est-ce que cela signifie pour le secteur immobilier? Un bon emplacement se trouve là où se croisent le plus possible de ces voies de communication, en particulier aux intersections des transports publics. C'est le cas, ce qui concerne Zurich, par exemple, pour la Hardbrücke, là où se trouve le Prime Tower. Et à notre avis, la même chose se passera dans le futur avec la situation du Pont Rouge. On a toujours parlé du facteur 4 chez nous, à Zurich. Pourquoi facteur 4? Parce que les banques suisses, les grandes banques suisses, ils étaient tout d'abord dans le centre de la ville de Zurich, et puis ils ont décidé d'aller autour, quelque part de se placer autour de la ville de Zurich, soit Wallisellen, Oerlikon. Et puis, ils se sont plantés directement aussi à la Hardbrücke. C'est à peu près ce qu'on attend maintenant de la ville de Genève. Donc on pense aussi que les grands instituts ils vont se placer directement au Pont Rouge. Et puis là, ils vont trouver des surfaces, des doubles surfaces pour la moitié du prix. C'est pour ça qu'on parle du secteur ou du facteur 4. Et ça donne après au centre de la ville de Genève la possibilité de se transformer, ce qui était aussi le cas à Zurich. On a transformé des bâtiments qui étaient des bureaux à l'époque dans les hôtels, par exemple un Motel One, le plus grand hôtel à Zurich. Et donc tout ça donne aussi les opportunités dans le futur. Quand les utilisateurs des transports publics deviennent toujours plus nombreux, il convient de se poser la question de savoir si nous avons encore besoin de nouveaux parkings. Ou maintenant, je parle un peu des appartements PPE. Est-ce que chaque appartement PPE dans le futur a encore besoin d'une place de stationnement? Une question peut-être aux banques, est-ce que vous êtes prêts à financer les appartements PPE sans place de stationnement? Je peux vous dire, c'était il y a 5 ans, à Zurich, c'était encore un immense problème. On a monté un tour avec des appartements PPE, et il y avait juste pour la moitié de ces appartements, il y avait des places de stationnement à disposition, et on a eu peine à trouver des banques pour financer des appartements PPE sans place de stationnement, juste pour vous dire. Donc je retourne quelque part à la question du besoin des parkings, des nouveaux parkings dans les centres. À notre avis, ce besoin n'existera plus dans le futur.
Nous en construisons aujourd'hui déjà trop de places de parc. Il faut savoir que construire des places de stationnement souterrain est très onéreux. Je suis né à Bienne, hein, et à Bienne, vous avez un terrain qui est vraiment un terrain de merde, je m'excuse de l'expression. Donc pour construire le souterrain, il faut utiliser les pieux, et vous commencez à monter les pieux et vous les retrouvez après en Australie. Donc c'est vraiment ça vous donne juste l'image pourquoi c'est tellement cher de construire les places de parc souterrains. Donc les coûts de construction dépassent un multiple les revenus. Raison de plus pour bien réfléchir à l'avenir quant au nombre des places de stationnement réellement nécessaires. Bientôt, l'utilisation des véhicules autonomes fera aussi partie de la question de la mobilité. Les villes auront besoin à l'avenir de places de prise en charge, peut-être plutôt que de stationnement devant les commerces. Ah, ça, c'est le mauvais slide, mais ça fait rien. Je ne suis pas encore là. OK. D'aucuns prétendent que les véhicules autonomes favorisent de nouveau le mitage du territoire. Je pense que c'est un débat intéressant. Mais à mon avis, la réponse est non. Les futures générations voudront habiter dans les villes, non loin de leur travail, de la culture, des loisirs et des commerces. Honnêtement, aujourd'hui, les villes sont devenues tellement calmes. En raison du bruit qu'ils génèrent, les restaurants doivent fermer aujourd'hui plus tôt, tandis qu'à la campagne, les cloches des vaches sonnent toute la nuit. C'est ce que le Suisse il désire finalement, tous les avantages de la ville, mais avec plus de calme qu'à la campagne. Voilà l'impulsion de la stratégie énergique 2050. Le cap est donné, mais le chemin est encore long pour y parvenir. Imaginez-vous, chacun d'entre nous possède une Tesla. Tous rentrent à 18h du travail le soir et veulent recharger le véhicule. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, rien ne va plus. Notre infrastructure énergétique n'est pas encore suffisamment avancée pour que nous puissions renoncer sans hésitation à l'électricité nucléaire. Mais c'est aussi, je pense, une chance pour notre secteur. Nous partons du principe que le secteur immobilier peut jouer un rôle important dans le développement des futures infrastructures. Nous avons naturellement déjà des possibilités considérables d'économie dans l'énergie des bâtiments et dans l'énergie dite grise. Et là, on a un bon exemple. Je parle de la Schönburg à Berne. C'était l'ancien siège social de la Poste. Et on a juste commencé de transférer cet ancien siège dans un hôtel, dans des bureaux, dans un magasin pour coop et d'un fitness. Et on a juste fait le calcul, combien d'énergie on n'a pas dépensé parce qu'on a maintenant juste transféré, on a gardé la structure du bâtiment, on a fait les travaux nécessaires et on n'a pas démoli le bâtiment et on n'a pas de nouveau construit ce bâtiment de la même taille. Donc, on a gagné 9 550 tonnes CO2 et 26 750 MWh d'énergie. Donc c'est ça qu'on a gagné. Donc vous voyez bien le levier que nous avons encore dans notre industrie, ce qui concerne le développement durable et l'utilisation de l'énergie. Nous devons tirer parti de ces possibilités. En outre, nous avons commencé par le truchement de notre société Wincasa à gérer des quartiers entiers et non seulement des immeubles individuels. Ce qui nous permet de récolter des informations importantes sur l'achat de courant, de récolter des informations sur les volumes d'eau usées, etc. Et en rassemblant ces données, nous pouvons contribuer à optimiser de manière importante la distribution et la consommation d'énergie et d'eau. Voilà, on a déjà parlé de la croissance de la population en Suisse, donc je ne vais pas me lancer sur ce slide, mais peut-être sur celui-là. C'est le même slide que vous avez déjà vu, mais le mien, il a plus de couleurs, il est plus joli. Mais en principe, ce que le slide il veut dire, ça vous avez bien compris, on est à peu près à 50% quelque part de la migration qu'on a vue encore en l'année 2008. Certes, la population continue de croître, mais cette croissance ralentit. De plus, l'immigrant classique ne vient plus de l'Union européenne, mais d'États n'en faisant pas partie. Ce qui implique une diminution de pouvoir d'achat de ces immigrants. Or, cette diminution a une influence directe sur le marché du logement. Nous avons besoin de toujours moins de logements neufs et ceux-ci ne trouvent plus preneurs à n'importe quel prix, ce qui provoque une hausse des logements vacants.
Cette évolution est préjudiciable en particulier aux caisses de pension qui, faute d'autres possibilités ou solutions d'investir, augmentent la part de l'immobilier dans leur portefeuille en investissant spécifiquement dans l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, on construit donc trop et surtout au mauvais endroit. Si vous vous rendez une fois au lac de Constance, j'ai justement pris le lac de Constance et pas votre lac, le lac Léman, vous verrez une région magnifique contenant de nombreux logements neufs et vides. En effet, un lac, messieurs, dames, un lac ne relie pas, un lac il sépare. Car la zone d'attraction ne couvre pas 360 degrés, mais seulement 180. De surcroît, le lac de Constance est bien trop élevé et trop loin du centre, du vrai centre dans la région qui est la ville de Zurich. Le même scénario s'applique à la région de Haute-Arcovie, de Langenthal et du Pied du Jura. Vous l'avez vu ces slides. Pourtant, les caisses de pension y ont construit car il y avait encore des zones à bâtir disponibles pour des prix peut-être raisonnables. Pendant longtemps, personne ne s'est vraiment intéressé à savoir s'il y avait adéquation entre l'offre et la demande. Dans la doute, on a construit des rangées d'appartements de 3 pièces et demie, comme cela, on n'avait pas tout faux. Mais il n'y a personne qui a pensé vraiment à son client. Qui est notre client, messieurs, dames? Notre client, c'est le locataire. Et si le locataire, il a marre des 300 et demi, parce qu'il est juste seul, ou c'est peut-être 2 personnes, et il n'arrive pas à payer les 2500 francs du loyer, il ne faut pas construire les 3 et demi, et surtout pas au mauvais endroit. Donc, on n'a jamais pensé à nos clients. Ça, c'est vraiment un souci de notre branche en général. Dès lors, il n'est pas étonnant que... Et là, ça vient après. Voilà. Dès lors, ce n'est pas étonnant que la Banque nationale suisse mette en garde depuis des années contre les investissements dans les immeubles locatifs. Donc là c'est faux. Maintenant, on est 72. Ça, vous avez entendu, en 72 234. Si ma mémoire est bonne, appartements vides. Quant à ceux qui pensent maintenant que, au moins dans le segment des villas individuelles et de la propriété par étage, nous avons passé un cap difficile, l'endettement hypothécaire devrait les faire réfléchir. Ça, c'est un joli slide. Donc la Suisse est tout à gauche. Nous les Suisses, sommes doublement champions, avec un État extrêmement prudent dans ses finances et des ménages privés qui le sont moins. Nous sommes l'inverse de l'Italie. L'Italie, là, juste au milieu. Nous sommes vraiment l'inverse de l'Italie. Tant que les taux d'intérêt ne restent pas, tout va bien. Je vous laisse à penser ce qui arrivera dans le cas contraire. Maintenant, je retourne à la démographie. Tac, tac, tac. Voilà. L'évolution démographique en Suisse, cette évolution ne se limite naturellement pas à la Suisse, mais s'étend à toute Europe. Comment financer le vieillissement de demain? Nous allons à toute vitesse dans un mur que nous voyons pourtant bien se dresser devant nous. Nous continuons de discuter du relèvement de l'âge de la retraite, même s'il apparaît clairement inévitable. C'est inévitable, point. Vous pourriez rétorquer que la migration nous aide précisément à surmonter, parce que là je suis à droite là avec les étrangers, donc là vous pouvez rétorquer que effectivement cette migration nous aide précisément à surmonter cet obstacle. En effet, il est vrai que de jeunes travailleurs arrivent ainsi sur le marché qui finance les retraites de nos concitoyens. C'est possible donc pour un temps limité, mais à long terme, cela ne suffira pas, car les cotisations à l'ABS et aux caisses de pension de ces nouveaux migrants ne devraient pas pouvoir financer en plus leur propre retraite. Comme vous le savez, Tertianum, l'une des sociétés de notre groupe, est spécialisée dans la vie des seniors. Et là, juste quelques détails qui pouvaient peut-être vous intéresser. Le business plan de l'époque de Tertianum, c'était comment je peux éviter que les personnes riches en retraite en Suisse, qu'ils restent en Suisse, comment je peux éviter qu'ils achètent quelque chose en Italie, en France, en Espagne ou ailleurs. Donc je commence à monter des résidences qui coûtent très cher dans les jolis endroits en Suisse avec une super vue sur le lac. Donc là, le business plan était l'idée que ces personnes arrivent autour des 70 ans et qu'ils restent jusqu'à la fin, assumant 85. Situation actuelle, le moyen âge d'entrée des hommes, 81, des femmes, 85, le moyen durée, 2 ans et demi. Ça, c'est la situation actuelle de ce métier-là.
Donc, quand je dis ça, ça montre aussi qu'on a un fort besoin des personnes de soins. Et c'est du personnel qui est vraiment compliqué à trouver parce qu'on est en concurrence avec les hôpitaux et avec certainement les autres Altersheime, avec les autres maisons de retraite. Et il y a un autre aspect qui est assez intéressant et ça concerne principalement la Romandie, peut-être encore plus le canton de Vaud que le canton de Genève. Le canton de Vaud, lui, il finance vraiment comme canton dans la Spitex cantonale. Maintenant, la Spitex, c'est une organisation qui est super bien. La Spitex vous rend visite 2 fois par jour. Mais si vous avez vraiment besoin de soins, le Spitex n'arrive jamais au bon moment. Ça, c'est clair. Donc, conséquence, le canton de Vaud, il finance ça. Il ne donne pas assez de lits médicalisés dans le marché, avec la conséquence que la dernière année de vie coûte 10 fois le prix en Romandie quand il coûte chez nous, chez Tertianum, à Zurich. Politiquement voulu, messieurs, dames, politiquement voulu. Ça, c'est la situation là. Nous avons un taux d'occupation en Romandie dans les lits médicalisés qui dépasse les 100%. Qui dépasse les 100% parce qu'on a une liste d'attente pour chaque lit de 50 personnes. Donc, moi, j'aimerais bien le choisir. Hein, donc, peut-être il faut nous aider un peu avec la politique. Donc, il faut garder la Spitex. Mais si la Spitex ne fonctionne plus, après ces personnes, on les met dans la gériatrie, dans les hôpitaux. Et c'est pour ça que les prix explosent. Voilà. Autre sujet ? Autre sujet, je ne sais pas si c'est déjà positif, non, le dernier slide est positif, mais on parle un peu maintenant des coopératives. 8 minutes à disposition, c'est super. Les coopératives sont dans l'air du temps, ça c'est bien juste. Elles font tout juste, mais est-ce vraiment le cas? Comme je l'ai évoqué dans une interview parue à la fin de l'année dernière dans Le Temps, j'ai vécu des situations dans lesquelles les coopératives ont offert des prix les plus hauts pour l'achat de terrain et son développement. Comment c'est possible? Les coopératives font leurs calculs en se basant sur un rendement net notablement inférieur à celui des autres investisseurs institutionnels, donc peut-être un rendement net de 2%, nous on calcule plutôt avec 4%, ce qui leur permet de payer des prix plus élevés. Ce qui explique aussi que les coopératives soient, du moins en partie, responsables de la hausse des prix de l'immobilier et de la hausse des prix des terrains. Comment se fait-il alors que les coopératives puissent offrir des loyers plus bas? Les coopératives n'ont pas un but lucratif. Elles n'en tiennent au principe du loyer basé sur les coûts. En outre, les bénéfices sont ristournés aux coopérateurs sous la forme d'avantages concédés au logement. Ça veut dire que les loyers baissent à terme. Ce qui a pour effet de l'autre côté de réduire les bénéfices des coopératives qui payent ainsi moins d'impôts. Puis les coopératives peuvent profiter de nombreuses aides au financement dispensées par l'État. Il peut s'agir de taxes avantageuses sur les droits de superficie ou de financement par endettement à un taux plus favorable. En général, et ça c'est vrai, les logements loués par les coopératives sont plus petits. Autrement dit, les surfaces par habitant sont plus faibles. Seulement avec le temps, il n'y a aucun contrôle si une situation qui était peut-être vraie au début reste vraie à la fin. Fondamentalement, qu'on se comprend bien, il n'y a rien de répréhensible à ce que les logements appartenant à des coopératives soient moins chers sur la durée, à la condition toutefois, et c'est ça que j'attends, que celles-ci, donc les coopératives, contribuent également à la mixité sociale d'une ville. Or, ce n'est depuis longtemps, ce qui concerne Zurich, plus toujours le cas. C'est ainsi qu'une coopérative résidentielle, c'est numéro 2 à Zurich, n'abrite aujourd'hui essentiellement que des cadres, des employés administratifs, des journalistes et des politiciens. Les étrangers n'y sont que très peu présents. Je répète, les étrangers ne sont que très peu présents. Il est donc permis de se poser la question de savoir si les coopératives appliquent toujours le principe fondamental d'entraide ou si elles profitent des prestations communales dans le but de satisfaire leur clientèle principale. Voilà, maintenant un joli sujet, je vais terminer avec ça. Lex scolaire. Une bonne nouvelle, un durcissement de la lex scolaire n'est plus d'actualité pour le moment. Tout avait très mal commencé.
En effet, on pouvait lire dans le rapport explicatif, je dis ça, dans le rapport explicatif rédigé par Madame Sommaruga, dans le département de Madame Sommaruga, compétent au sujet du durcissement de la scolaire, ce qui suit. Il y a eu un fort accroissement de la demande d'immeubles ou d'actions et de participation de la part de personnes à l'étranger, ce qui influe sur les prix et sur les loyers. J'ai cité, hein. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que les fake news étaient l'apanage de l'administration Trump. Mais non, c'est nous qui les avons invités. Cette citation extraite du rapport se trouvait dans la rubrique Contexte, donc on pouvait donc croire que ces faits étaient prouvés. Or, ils étaient et sont entièrement faux. Le fait est qu'en Suisse, et ça vous trouvez bien sur le slide, le marché immobilier est dominé par des investisseurs suisses et que les étrangers en sont quasiment absents. La part des sociétés immobilières, et c'était principalement les sociétés immobilières qui étaient en critique, cotées s'élève à 0,7% du total du marché des logements locatifs, et celle des investisseurs étrangers, qui sont peut-être actionnaires dans ces sociétés, est encore plus faible. La hausse des loyers des appartements est bien plus la conséquence de l'augmentation de la population, de la demande de surface d'habitation, du nombre croissant de ménages ainsi que de la pression des investissements réalisés par les caisses de pension suisses et les assurances suisses. De surcroît, comme nous l'avons montré, la densification des villes n'arrive pas à suivre la demande. Si donc, dans une année ou dans 2 ans, Jacqueline Badran, conseillère nationale, lance effectivement une initiative visant à durcir la loi scolaire, je vous invite vraiment à réfléchir à ces faits. Voilà, je vous remercie pour votre attention. 3 minutes plus vite, donc je suis le Bernois qui parle le plus vite, ça c'est vrai.